Dans cet épisode de Parlons des popotins, nous aborderons et tenterons de répondre aux questions les plus fréquentes liées au sommeil durant et suivant un traitement pour le cancer. Nous avons le plaisir d'accueillir Dr Savard pour cette discussion. Dr Josée Savard est professeure de psychologie à l'Université Laval. Elle est de plus chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, et au Centre de recherche sur le cancer de l'Université Laval. Elle est aussi psychologue clinicienne spécialisée en thérapie cognitivo-comportementale et en psycho-oncologie. Ses projets de recherche portent principalement sur les aspects psychologiques du cancer et sur l'efficacité et l'accessibilité des interventions cognitivo-comportementales pour améliorer la qualité de vie des patients. Plus spécifiquement, elle est reconnue comme une leader internationale dans l'étude de l'insomnie liée au cancer. Au cours des dernières années, elle a mis au point et validé une thérapie cognitivo-comportementale par étapes pour l'insomnie liée au cancer, qui comprend un programme en ligne appelé Insomnet. Ce programme est actuellement mis en application dans les soins courants en oncologie de 4 hôpitaux de la région de Québec dans le cadre d'un projet de recherche. Elle a également coédité le Handbook of Sleep Disorder and Medical Conditions, qui a reçu le prix Prose de l'Association of American Publishers pour le meilleur manuel en médecine et en sciences cliniques. Elle est également la première auteure de manuels de traitement sur la peur de la récidive du cancer. Avec toutes les connaissances que vous avez liées au sujet de la présente capsule, nous sommes vraiment choyés de vous avoir avec nous aujourd'hui et nous vous remercions pour votre temps. Nous avons choisi en fait le sujet du sommeil comme pour notre capsule, étant donné qu'il s'agit d'un point qui nous est rapporté souvent par les patients et les proches aidants comme étant un point en fait de difficulté ou que les gens ont beaucoup de questions. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet avec notre première question qui est vraiment, c'est quoi l'importance du sommeil pour les patients atteints du cancer, autant pendant le traitement et suivant le traitement? Euh, Merci d'abord pour l'invitation. Je commencerai peut-être en disant que les difficultés de sommeil, là, ça fait partie des difficultés les plus fréquentes qu'on rencontre chez les personnes atteintes de cancer. Ça et la fatigue. On sait que ça affecte entre 30 et 60% des patients à un moment ou l'autre de leur trajectoire de soins. Donc, c'est beaucoup de monde qui dorment pas bien. Puis, le sommeil, ben, on sait que c'est associé. En fait, l'insomnie, surtout quand elle est chronique, évidemment, qu'elle est fréquente durant une semaine donnée, que ça dure plusieurs semaines, voire des mois, voire années, ça va être associé à toutes sortes de conséquences négatives. Là, la première auquel on pense, c'est la fatigue, qui, elle, peut être aussi associée au traitement du cancer. Donc, quand on reçoit un traitement contre le cancer et qu'on souffre d'insomnie, c'est comme si on duplique la possibilité là, de souffrir de difficultés, de fatigue, je veux dire. Donc, la fatigue, des problèmes de concentration, d'attention aussi qui ont été documentés chez les personnes qui souffrent d'insomnie dans un contexte de cancer, une diminution générale de la qualité de vie. Et on a fait, nous, une étude là, pour savoir si l'insomnie pouvait être associée à un risque accru de développer des infections, notamment des infections respiratoires durant la chimiothérapie, puis on a observé un lien. Donc, on pense que ça peut aussi avoir un impact sur la santé. Et tout de suite, je vais aborder la question de la survie parce que j'imagine que les gens se posent la question à savoir si le sommeil est-ce que l'insomnie est associé à un risque accru de développer un cancer ou encore d'avoir une récidive. Ça, il faut dire qu'il y a des données épidémiologiques qui ont été publiées à ce sujet-là, mais que on n'est pas encore capable de statuer à savoir si ça a un lien. C'est très complexe à étudier. L'insomnie, c'est quelque chose qui varie dans le temps, au cours de notre vie. Donc, d'établir un lien causal, c'est très, très difficile. Donc, on ne connaît pas encore la réponse à cette question-là. Vous avez abordé certaines, dans le fond, des problématiques que les patients peuvent vivre, mais je pense qu'on va juste aller un petit peu en résumé. C'est quoi les troubles de sommeil les plus courants que les personnes vivant avec le cancer peuvent être confrontées? Oui, clairement, c'est l'insomnie qui est le trouble le plus courant, qui se définit par une difficulté à initier le sommeil ou encore à le maintenir au cours de la nuit. Donc, la personne a de la difficulté à s'endormir en début de nuit, se réveille durant la nuit, a de la difficulté à se rendormir, et ça peut survenir plusieurs fois durant la nuit, des éveils prolongés, ou encore une difficulté avec le fait de se réveiller trop tôt le matin, d'être incapable de se rendormir. Donc, c'est un peu les trois manifestations possibles de l'insomnie. Puis souvent, c'est mixte, là. Il peut y avoir des difficultés à s'endormir et à rester endormi également.
Il y a l'apnée du sommeil, qui est un autre trouble Mm. qui peut être présent chez les personnes atteintes de cancer. La recherche nous indique que il y a une augmentation de l'incidence d'apnée du sommeil dans certains types de cancers qui n'incluent pas le cancer colorectal. C'est plus le cancer ORL, là, tête et cou, cancer pulmonaire Ouais. également, donc tout ce qui affecte la respiration. Euh, mais le fait de souffrir d'obésité, c'est un facteur de risque dans la population en général, ainsi que chez les personnes atteintes de cancer pour souffrir d'apnée du sommeil. Et puis ça, c'est un trouble que souvent est davantage noté par le partenaire de lit parce que ça se caractérise par des ronflements bruyants, une interruption aussi dans la respiration. Ça, un signe qui est vraiment très, très important. Puis qui nécessite d'être investigué parce qu'on sait que c'est associé à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires notamment. Donc, c'est important de rapporter ce type de difficulté-là aux médecins. Merci d'avoir apporté la question de l'apnée du sommeil. Je pense qu'on l'oublie souvent que Oui, malgré qu'on est en traitement du cancer, ça peut aussi avoir un impact, puis d'autres oui, facteurs en fait qui sont liés à comment qui peut affecter notre sommeil aussi. oui. On sait que le sommeil, c'est très subjectif. Y a-t-il des méthodes que les patients, les proches aidants pourraient utiliser pour vraiment évaluer la qualité de leur sommeil, puis vraiment déterminer s'ils ont Mhm. besoin de support additionnel? Oui, ben, il existe toutes sortes de gadgets, en fait, là, des montres intelligentes pour évaluer notre sommeil, pour nous procurer une mesure objective du sommeil, mais essentiellement, l'insomnie, si on parle de ce trouble-là, c'est un problème qui est subjectif. Un peu comme la dépression est un problème psychologique subjectif. On n'a pas de mesure objective de la dépression. L'insomnie, c'est la même chose parce que c'est le fait d'être insatisfait par rapport à la qualité de notre sommeil ou encore la quantité de sommeil qu'on obtient ou encore sa répartition au cours de la nuit ou encore comment on se sent le matin au réveil. Tout à fait. Donc, tous les gadgets qui existent sont pas en mesure d'identifier ou d'évaluer ces aspects-là. Donc, c'est vraiment une impression subjective. Et Mhm. nous, nos critères qu'on utilise en clinique, c'est le fait d'avoir au moins 3 nuits par semaine où on dort pas bien sur une période prolongée, au moins un mois. On considère que c'est chronique quand ça dure depuis au moins 3 mois. On a un autre critère qu'on appelle l'efficacité du sommeil qui consiste à diviser notre durée de sommeil typique par le temps qu'on passe au lit en général. Donc, si, par exemple, une personne, je vais donner un exemple qui est facile à calculer, là, mais qui n'est pas très réaliste. Si une personne passe 7 heures au lit, c'est-à-dire dort 7 heures au lit euh, ça- si la personne dort 7 heures durant sa nuit, je vais le dire, et qu'elle passe 10 heures au lit, ben, ça veut dire que son efficacité du sommeil est seulement de 70%. Ça veut dire que OK. 70% du temps qu'elle passe au lit, c'est du temps de sommeil. Donc, c'est insuffisant. Puis le critère qu'on utilise pour ça, c'est 85%. Donc, on OK. considère que quelqu'un qui a une efficacité de sommeil de 85% a un bon sommeil. Donc, ça peut être un indicateur qu'on utilise là, pour déterminer si on a des difficultés, mais ultimement, c'est vraiment une impression subjective. Puis si la Mm. personne est insatisfaite avec son sommeil, ben, c'est un critère suffisant en soi pour consulter. Dans le fond, la population, dans le fond, qu'on dessert, nous, elle est à la fois très technologique. Donc, moi, ma question va avoir deux aspects. Oui, oui. Est-ce que des fois, on peut avoir trop d'informations avec nos gadgets Mhm. technologiques, puis que ça peut influencer, dans le fond, notre interprétation de notre sommeil? Puis, deuxièmement, pour les gens qui sont non technologiques, est-ce qu'il y a d'autres méthodes, dans le fond, de pouvoir enregistrer un peu notre qualité du sommeil? Je sais que nous, on suggère souvent le journal de sommeil, en fait, l'heure du Oui. coucher, puis une qualité de sommeil par la suite. Mais si vous avez d'autres trucs, je suis tout oui. Le meilleur indicateur, c'est vraiment ce que vous dites, là, le journal quotidien du sommeil où on indique, comme vous le disiez, à quelle heure on va au lit, combien de temps ça prend à nous endormir, combien de fois on est éveillé durant la nuit, pour combien longtemps, à quelle heure on se lève, on se réveille, à quelle heure on se lève. C'est vraiment les indicateurs les plus importants. Sur le plan technologique, effectivement, il faut faire attention. D'une part, il y a des études qui ont été effectuées récemment pour montrer que c'était pas très précis finalement. Puis que quand
on vante les vertus là, de pouvoir mesurer les ondes cérébrales à partir d'un gadget qu'on porte à son poignet ou qu'on met sur la table de nuit. C'est complètement impossible parce que la seule façon de mesurer les ondes cérébrales, c'est d'avoir des électrodes qui sont posées sur la tête, qu'on appelle la polysomnographie, qui n'est pas une technologie qui est accessible là, au grand public, mais qui est utilisée dans les laboratoires de sommeil. Donc, il faut faire attention. Puis, on peut devenir aussi, comme vous le disiez, trop conscient de son sommeil, puis ça fait partie des caractéristiques de l'insomnie, c'est d'être un peu trop inquiet par rapport à son sommeil, d'y porter trop attention, puis on devient alors très anxieux, ce qu'on va appeler de l'anxiété de performance, qui est très contre-productive et qui fait en sorte que plus on veut dormir, moins on y parvient parce qu'on a toutes sortes de pensées qui sont associées à de l'activation physiologique ou psychologique. On devient énervé, je dors pas, comment ça se fait que je dors pas, puis je vais encore avoir des indicateurs pas très bons demain sur mon gadget. Donc, on devient trop soucieux et ça empire nos difficultés de sommeil. Tout à fait. Merci de vraiment élaborer sur ce point-là. Je pense que c'est important de le souligner, puis aussi d'en être conscient que la technologie puis les informations qu'on a, c'est seulement une partie, dans le fond, du total de l'information qu'il faut prendre en considération dans les Exact. oui. Je pense que certaines des stratégies sont très connues pour les gens au niveau de comment améliorer son sommeil, mais je pense que ça vaut la peine de revoir quelles sont les stratégies les plus utiles. Puis, est-ce que les patients, autant les proches aidants, parce qu'on les oublie souvent dans les problématiques de sommeil, peuvent utiliser vraiment pour améliorer la qualité de leur sommeil? Oui. Ben, le premier qui nous vient en tête, c'est vraiment la pharmacothérapie. Parce qu'on sait que la médication, c'est le traitement qui est plus utilisé encore aujourd'hui pour traiter les difficultés de sommeil. C'est celui qui est le plus accessible, malheureusement, qui a des limites, qui n'est pas problématique pour une utilisation à court terme dans un contexte où on vit une situation stressante qui nous empêche de bien dormir, un contexte de chirurgie ou de traitement qui est difficile à supporter. Ça peut être très adapté d'utiliser un somnifère. C'est à long terme qui est problématique avec une utilisation quotidienne parce que là, ce qui va se passer, c'est que la médication va devenir de moins en moins efficace et la personne va devoir augmenter la dose pour avoir les effets initiaux. Et puis là, on est dans un cercle vicieux où en fait là, la médication devient moins efficace. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de tolérance et on est plus susceptible de développer de la dépendance physique et surtout psychologique par rapport à la médication avec une impression de ne pas pouvoir dormir sans avoir de médication. Donc ça, c'est rapidement dit sur la pharmacothérapie. Mais comme je vous dis, l'idée n'est pas de démoniser la médication. Il y a vraiment des contextes où elle est utile et appropriée. Ce qui est reconnu comme le traitement de choix présentement par les grands organismes de sommeil américains ou même le NIH aux États-Unis, c'est la thérapie cognitive comportementale, donc un type d'intervention psychologique qui vise à modifier certaines habitudes de sommeil, puis aussi modifier certaines croyances qu'on a à l'égard du sommeil. Pour ce qui est des habitudes, comme vous le dites, là, souvent, c'est des stratégies qu'on connaît bien, c'est-à-dire de ne pas rester au lit quand on est éveillé, d'éviter le plus possible de faire des siestes durant le jour parce qu'on sait que ça va affecter la qualité du sommeil de la nuit qui suit. D'essayer d'attendre la somnolence avant d'aller au lit parce que souvent, on va aller au lit parce que c'est l'heure ou parce que les nouvelles sont terminées ou parce que notre conjoint va se coucher. Mais le premier pas, si on veut, vers le sommeil, c'est la somnolence. Donc, cette impression qu'on a les yeux nous ferment tout seuls, on bâille, etc. Donc, d'attendre ces signes physiologiques-là avant d'aller au lit, ça augmente beaucoup les chances qu'on va s'endormir rapidement. Sinon, ben, passer d'un état d'activation à un état de sommeil, ben, ça demande un petit peu plus de temps. Malheureusement, on n'a pas d'interrupteur pour tomber endormi immédiatement. Il y en a, on dirait qu'ils l'ont, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, on se donne un peu le plus de chances possible de faciliter le sommeil en attendant la somnolence. Et puis, ben, pas rester au lit quand on est éveillé, ben, c'est aussi en début de nuit, mais aussi au cours de la nuit quand on est éveillé. Donc, éviter
le phénomène de on tourne, Mhm. on tourne, puis on se retourne sur nous-mêmes. On commence à s'inquiéter sur, mon Dieu, on dirait que je m'endormirai pas. Puis là, plus on est activé de cette manière-là, et moins on va s'endormir. Donc, la meilleure stratégie, c'est de sortir de là, d'aller faire quelque chose qui va induire la somnolence à nouveau et retourner au lit quand la somnolence va être de retour. Et puis, plus globalement, une des stratégies la plus efficace, ça s'appelle la restriction du sommeil. Elle consiste en fait à réduire au tout début le nombre d'heures qu'on reste au lit, Mhm. correspondant en fait au nombre d'heures de sommeil qu'on a réellement. Donc, si on, on estime qu'on dort en moyenne 7 heures durant une nuit, mais qu'on en passe beaucoup trop, par exemple 8 ou 9, ben, une étape initiale, ce serait de rester au lit seulement 7 heures OK. pendant une semaine ou deux. Et puis là, il va commencer à s'installer euh, une meilleure association entre le sommeil et la chambre à coucher parce Mhm. que souvent, chez les gens qui souffrent d'insomnie, la chambre à coucher devient plutôt associée à l'insomnie, à l'agitation, à l'anxiété, alors Mhm. qu'on veut que le lit devienne associé au sommeil. Puis on veut aussi régulariser le cycle éveil-sommeil. Donc ça peut se faire aussi en ayant un cycle de sommeil qui est régulier, c'est-à-dire d'aller au lit, de se lever le matin pas mal toujours à la même heure, même les fins de semaine et même après des mauvaises nuits, de Mhm. manière à ce que notre horloge biologique soit bien régularisée, puis que le corps sache finalement, le corps, le cerveau, sache que c'est le moment de s'endormir là, quand l'heure du coucher approche. J'ai entendu dire qu'il y a certains facteurs environnementaux aussi qui peuvent faire une différence, s'assurer que la chambre est froide ou du moins la température de la pièce soit à la baisse. Oui, Puis aussi, au niveau de l'obscurité, parfois utiliser un loup au niveau des yeux pour s'assurer qu'il y a oui, une obscurité complète. oui. Effectivement, la chambre à coucher doit être relativement fraîche. Puis je dirais notamment, peut-être ça va concerner certaines femmes, là, des jeunes femmes qui ont reçu la chimiothérapie, qui souvent vont avoir une ménopause induite, puis des symptômes ménopausiques, de Mhm. bouffées de chaleur importants. Euh, ça va être un point crucial là, de garder la chambre plutôt fraîche. Mais c'est important pour tout le monde aussi d'avoir une chambre qui est dans l'obscurité, un matelas confortable et tout ça. En général, les gens ont déjà fait ce type de modification-là dans leur environnement, ont acheté le meilleur oreiller, mais c'est pas nécessairement, c'est quelque chose qui est utile, mais c'est pas ce qui est plus efficace. Ce qui est Mhm. plus efficace, c'est vraiment ce que j'ai décrit, les changements au niveau des habitudes, des siestes, d'avoir un rythme de sommeil qui est régulier. C'est vraiment ça qui fait une grande différence. Et puis l'autre aspect dont j'ai pas parlé, c'est au niveau des pensées et des croyances à l'égard du sommeil, c'est d'essayer d'être moins, d'avoir moins d'interprétations catastrophiques par rapport à l'insomnie. Alors, même si on dit que l'insomnie est associée à certaines conséquences négatives, comme je l'ai dit au début, mais c'est sûr que si on focus beaucoup là-dessus, on risque d'avoir ce que j'expliquais tantôt, là, de l'anxiété de performance, Mhm. donc d'aller au lit de se dire ah, ce soir, il faut vraiment que je dorme parce que sinon, il va arriver ceci, cela. Ouais. Puis, parmi ces croyances-là, il y a celle selon laquelle le fait qu'on ne dorme pas bien puisse augmenter le risque de récidive de cancer. Donc, c'est certain que si on s'en va au lit en se disant là, si je ne dors pas ce soir, je vais avoir une récidive de cancer, on n'est pas dans des bonnes prédispositions pour Mhm. bien dormir. Donc, il faut essayer de prendre un peu de recul par rapport aux conséquences, pas les nier, mais pas non plus focuser notre attention là-dessus, puis plutôt mettre nos efforts à essayer d'améliorer notre sommeil par les Mhm. stratégies là, que j'ai décrites tantôt. Puis ma prochaine question un peu à deux volets. Euh, L'équipe de soins professionnels de la santé, comment ils peuvent vraiment venir nous aider à maintenir des habitudes de sommeil saines? Puis à quel moment vous Mm. demandez de l'aide à notre équipe? Oui. Ben, je dirais que pour ce qui est des soignants, euh, une amélioration qui pourrait être apportée dans leur pratique, je pense, ça serait d'être plus précis quand ils disent aux patients reposez-vous. Hum. Parce que ça peut être interprété de différentes façons. Se reposer, c'est pas nécessairement faire des siestes. Puis faire des siestes quand on n'est pas insomniaque, c'est pas problématique. Mhm. Si on est capable de faire une sieste durant le jour,
puis que ça interfère pas avec la qualité de notre nuit qui suit, c'est pas problématique. Mais chez les insomniaques, ça a tendance à être problématique. Et là, un insomniaque qui entend le conseil de se reposer peut être porté à faire plus de siestes pour Mhm. récupérer, par exemple, des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. Et là, c'est là où ça devient contre-productif, là, parce que ça va, à plus ou moins long terme, ça va aggraver les difficultés Mhm. de sommeil. Donc ça, je dirais que du point de vue des soignants, ça serait important de préciser ça. Puis pour qui le conseil de repos pourrait ou ne pas être des siestes, finalement. On peut se reposer autrement. On n'est pas obligé de dormir. Puis, ça va avoir aussi un effet sur notre niveau d'énergie. Ça peut être simplement de s'asseoir dans un fauteuil confortable, de faire de la lecture, des choses tranquilles. Ça va nous reposer autant que si on dormait. Ouais. Euh, pour ce qui est j'avais un second volet à la question qui était je pense, comment À quel détecter moment qu'on a demander de besoin l'aide, en d'aide. fait? Exactement. Oui, ben c'est quand on se rend compte que ça affecte vraiment notre qualité de vie, je pense, et que ça affecte notre fonctionnement Mhm. durant le jour. Mais comme je disais tantôt, c'est une impression subjective, puis que c'est vraiment quand on, on trouve que c'est rendu difficile qu'il faut consulter. Il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Des solutions existent, elles sont pas elles, elles sont efficaces et puis elles sont pas réservées aux cas extrêmes non plus. Mhm. Euh, et j'avais une autre idée que j'ai oubliée, mais qui me reviendra probablement. Puis, les patients, comment ils peuvent vraiment faire part de leurs préoccupations en matière de sommeil à l'équipe de soins? On a parlé un petit peu du journal. Est-ce que c'est pertinent d'apporter ce type d'information-là pour un peu valider de façon objective, subjective Oui. nos inquiétudes? Oui, ben, ce serait très pertinent, effectivement. Pas nécessairement essentiel, mais si on a ce type d'information-là, ça peut vraiment aider là, à mieux comprendre le type de difficulté dont la personne souffre. En général, par contre, ce qu'on observe, puis c'est ce que les études indiquent aussi, c'est que il n'y a pas beaucoup de communication qui se fait Mmh. à l'égard du sommeil. Donc, il y a les patients qui rapportent pas leurs difficultés de sommeil, puis il y a des études qui nous indiquent que souvent les patients vont penser que c'est mineur par rapport aux autres choses dont ils ont à discuter avec leur oncologue, par exemple. Donc, ils vont pas nécessairement aborder la question du sommeil. Puis, les intervenants de la santé sont pas portés non plus à poser des questions là-dessus. Donc, il manque vraiment de communication sur ce sujet-là. Puis, je dirais que c'est vraiment la responsabilité du patient Mmh. d'en parler afin qu'une solution soit trouvée là, à ce problème-là. Merci de souligner ça. C'est vraiment être un participant actif, en fait, dans nos soins, puis Exact. vraiment d'apporter les choses de l'avant. Hem, Oui, on, on a parlé un peu de certaines, dans le fond, de certaines thérapies ou certains trucs un peu plus cliniques, dont cognitivo-comportementale, la thérapie oui. cognitivo-comportementale. Mais est-ce que des thérapies alternatives ou complémentaires, tu sais, on entend souvent parler de la mélatonine, des machines de bruit Oui. blanc. Est-ce qu'on a une donnée qui nous dit que ça serait pertinent ou que ça peut être avantageux pour les patients? Oui, bien, c'est une bonne question. La mélatonine, ça devient de plus en plus populaire. C'est disponible sans ordonnance dans les pharmacies. Puis, donc, c'est très utilisé. Par contre, quand on regarde la littérature, on observe que, en fait, son efficacité, elle est démontrée uniquement pour s'adapter au décalage horaire. OK. Donc, quand on voyage, ça peut être un bon outil pour nous aider à récupérer. Par contre, pour le traitement de l'insomnie, son efficacité n'a vraiment pas été démontrée. C'est-à-dire que les études n'ont pas montré que c'était supérieur à utiliser un placebo pour traiter Mmh. l'insomnie. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, ben moi, je pense que ça m'aide. Ben, si vous avez l'impression que ça vous aide, vous pouvez continuer ou peut-être essayer de l'arrêter pour voir si ça fait une différence. Euh, Parce que c'est quand même quelque chose qui est coûteux. Euh, mais c'est ça. Essentiellement, on n'a pas de données d'efficacité pour l'insomnie comme telle. Pour ce qui est des gadgets, là, il en existe de tous les genres. Euh, des appareils de bruit blanc, ça peut être intéressant pour des gens qui habitent sur des rues bruyantes, qui ont des voisins bruyants. Ça Mmh. peut atténuer les sons ambiants qui peuvent interférer avec le sommeil, mais c'est pas
c'est pas efficace autrement, là, dans le sens où quelqu'un qui n'aurait pas qui aurait pas sa chambre à coucher dans un environnement bruyant n'aura pas nécessairement de bénéfice là, d'avoir une machine de Mhm. bruit blanc. Puis non plus, c'est pas un traitement comme tel, là. Ça peut être un outil utile, mais la démarche ne doit pas uniquement reposer là-dessus. Euh, Ouais, donc c'est un peu ça. Il faut faire attention à tous les gadgets qui sont Mhm. annoncés. Là, récemment, il y avait une machine là, de lumière rouge qui a fait l'objet d'un reportage à l'émission, c'était pas Enquête, une autre émission à Radio-Canada, La Facture, qui démontrait très bien là, qu'il n'y avait pas de données. Souvent, les compagnies vont avoir des affirmations semblent très scientifiques du genre, c'est un produit qui vient de la NASA, etc. Mhm. Puis là, ça semble euh, très rigoureux, mais finalement, on se rend compte que tout ça est peu appuyé, puis qu'il n'y a pas de données d'efficacité. Donc, il faut faire attention là, de ne pas dépenser d'argent dans des gadgets qui sont proposés comme des solutions miracles. Mhm. Dans le fond, il faut faire un peu nos études, regarder dans le fond l'information autre que les publicités pour Oui, valider est-ce que ça vaut la peine ou non. Je sais que oui. nous, dans le fond, dans les milieux de soins, lorsque les gens doivent faire un séjour à l'hôpital, on leur suggère certaines choses, justement, le loup pour cacher, dans le fond, assurer la Mhm, sécurité, parfois justement la machine de bruit blanc, juste parce que les bruits ambiants mhm. peuvent être importants. Oui, Donc, c'est important aussi quand on quitte pour aller justement un séjour à l'hôpital, quand on le sait d'avance, un peu de préparer notre bagage oui. sommeil avant de quitter aussi, là. Mhm. Ben, oui, puis en fait, ça, c'est quelque chose qui est bien documenté là, par la recherche, c'est que l'hospitalisation comme telle, c'est un déclencheur de difficultés de sommeil qui peut, euh, c'est un déclencheur. Donc, les difficultés de sommeil peuvent commencer à ce moment-là, puis ensuite perdurer pour d'autres raisons, mais le milieu hospitalier, c'est pas un milieu qui est sleep friendly, Oui. avec tous les bruits, les soins qui sont offerts et tout ça. Donc, ce sont effectivement de très bons trucs là, de suggérer le loup, machine de bruit blanc. Il y a des applications aussi sur les iPhones ou les téléphones intelligents là, de bruit blanc qu'on peut utiliser. Ce sont des bouchons. Euh, c'est Mhm. vraiment des bonnes stratégies parce que, comme je l'ai dit, pardon, l'hospitalisation, c'est un facteur qui peut vraiment entraîner des difficultés de sommeil. Et on en a abordé en fait plus, mais je pense que c'est important un peu de revenir puis de faire un highlight en parenthèse. Tu sais, comment que les patients peuvent vraiment prioriser, continuer à prioriser leur sommeil autant pendant le traitement, mais aussi lorsqu'ils sont en phase de survie, tu sais, au-delà de la période de cancer. Ben, je dirais que c'est vraiment les mêmes stratégies que j'ai discutées tout à l'heure. Mhm. Euh, Si on a mis en place ce genre de stratégie-là, on voudra pas nécessairement euh, les maintenir pendant très longtemps, Mhm. tout le reste de notre vie, ne pas faire de sieste, avoir des horaires réguliers, etc. Donc, on peut relâcher un peu l'application des stratégies avec le temps, voir est-ce que ça a un impact sur notre sommeil, puis simplement rester alerte à tout changement qui pourrait se produire, toute aggravation des difficultés. Puis ensuite, Mhm. ça serait simplement de réintroduire les mêmes stratégies. Quand on offre cette intervention-là aux patients, c'est ce qu'on leur dit. Ils peuvent relâcher un peu s'ils veulent commencer. J'ai pas abordé le fait là que on conseille aussi de ne pas regarder la télé au lit, de pas lire au lit, de rien faire Mhm. au lit d'autre que dormir ou d'avoir des activités sexuelles. Ben ça, souvent, les patients trouvent ça assez difficile. Donc, avec le temps, on peut se dire, ben, je vais réessayer de faire ça puis voir si ça a un impact négatif sur mon sommeil. Mais aussitôt qu'on voit que ça semble avoir un impact négatif, c'est de revenir à une application plus rigoureuse de la stratégie. Donc, c'est un peu ça, je pense, c'est d'observer les Mhm. changements qui peuvent survenir puis de réagir en conséquence. Puis, je vais rajouter quelque chose là-dessus, c'est qu'aussi, je sais que pour plusieurs patients, en fait, tu sais, on a dit de pas, dans le fond, rester au lit pendant la longue période, mais aussi d'avoir des périodes de relaxation durant la journée. Mhm. Je sais que pour Ouais. certains, c'est justement d'avoir un endroit dans la maison qui n'est pas la chambre à coucher ou le lit, pour vraiment avoir cet espace-là, relaxation. Parce que quand on y va, c'est là où est-ce qu'on Ouais. relaxe, c'est là où est-ce
on se déconnecte finalement. C'est un bel Mhm. endroit aussi pour peut-être faire du yoga, de la méditation, justement de Exact. la lecture. Oui, exactement. Puis pour finaliser, en fait, ça va être ma dernière question. Je pense que j'ai posé assez de questions à ce point-ci. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a des recherches ou des études qui sont en relation du sommeil qui ont lieu présentement ou qu'on prévoit avoir dans le futur, en fait, pour nous donner plus d'informations? Oui, ben vous avez évoqué là en début d'entrevue l'étude d'implantation qu'on est en train de faire dans la région de Québec qui vise à rendre plus accessible la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie aux patients. On a développé une plateforme Internet qui s'appelle Insomnet. Présentement, elle n'est pas disponible largement, mais c'est vraiment notre but ultime là, Mhm. d'ici 1 an et demi, 2 ans, on espère pouvoir la rendre disponible idéalement sans frais à tous les patients du Québec, de manière à ce que les difficultés du sommeil soient à la fois plus souvent détectées, mais aussi mieux traitées. Euh, donc, il y a ça, là, je pense, qui serait un point tournant, Mhm. euh, je pense, parce que on a une intervention qui est efficace, qui demande pas tant de ressources que ça, surtout par le format auto-administré là, sur Mhm. Internet. Puis l'enjeu est vraiment de le rendre disponible au plus grand nombre de personnes possible. Donc, je pense que ça viendra apporter une solution importante là, à ce problème-là à la fois de sous-diagnostic des difficultés, mais aussi de sous-traitement là, qu'on observe dans la pratique courante. Ça se passe bien. L'implantation se déroule très bien dans les 4 milieux où est-ce qu'on le fait. Mhm. Puis on espère qu'une fois que le projet de recherche soit terminé, que ça demeure en place. Puis, comme je le disais ensuite, là, on va faire des démarches pour que ce soit disponible ailleurs. On va se tenir au courant des nouvelles. On va être les Oui, premiers à la fois à partager l'information si et quand ça deviendra disponible. oui, Dr. Savard, je vous remercie énormément pour votre temps, pour avoir ça m'a répondu fait à très plaisir. mes mille et une questions. Pour les gens, dans le fond, qui nous écoutent, si jamais vous avez d'autres questions supplémentaires ou si vous avez besoin de soutien additionnel, n'hésitez pas, dans le fond, de nous rejoindre à Cancer Colorectal Canada. Et dans le fond, vous pouvez nous rejoindre au support à cancercolorectalcanada.com. Je vous remercie énormément.